Maintenant, je vais vous montrer un hack, donc vraiment une méthode pour très vite faire beaucoup plus d'argent, c'est une augmentation de prix. Pourquoi une augmentation de prix, c'est radicalement efficace? Quand on est une boîte comme Alma, qui existe depuis 2018, on a 14 000 clients en base. En fait, l'essentiel de notre revenu, il n'y a pas de nouveaux clients, mais des clients existants. Donc si on veut faire augmenter notre LTV sur CAC, on baisse les CAC, ce qui n'est jamais une expérience agréable, c'est-à-dire qu'en gros, on licencie des gens, puisqu'il y a essentiellement des coûts humains dans les startups, ou on augmente sa LTV. Pour augmenter sa LTV, on a le panier moyen, donc le prix, ou générer du volume. La durée de vie, c'est un peu plus dur, surtout qu'on a une durée de vie qui est assez longue, de 7 ans. Et la marge, parfois, on n'a pas le choix. Les entreprises ont la marge. Donc moi, ce que je vous propose, c'est augmenter les prix de tous les clients de votre portefeuille. Et pour faire ça, le gros enjeu qu'on avait, nous, c'était de ne pas perdre trop de clients en route, parce qu'on amortissait nos coûts sur une base cliente existante. On ne pouvait pas se permettre d'avoir une atrophie trop forte. Et on a réussi à faire plus de 10% de marge. Et donc, j'ai mis ce waterfall parce qu'il est intéressant. Il y a toutes les différentes étapes du process dans lequel on est passé. On a visé une augmentation de prix de 25%. On savait qu'avec une augmentation de prix comme ça, on allait avoir 5% de nos clients qui allaient churner. Donc on perd 5% de notre marge. Ça reste raisonnable. On savait qu'on allait avoir des négociations, donc on perd encore 9 points. Donc là, on arrive à 111%. Et après, on savait que après cette augmentation de prix, on allait sûrement avoir une variation du volume. On n'est pas sur un marché inélastique. On savait qu'en augmentant nos prix, les gens allaient ou moins utiliser la solution, ou que les marchands allaient changer leur stratégie dans l'utilisation. Donc, on a perdu relativement peu, en fait, ce qui veut dire qu'on est relativement inélastique, donc on a pu faire une augmentation plus importante. Mais ça, c'est pour une autre fois. Et comment est-ce qu'on travaille? Donc nous, notre key metric, c'est le pass-through rate, c'est-à-dire la capacité à passer une augmentation de prix. Et cette capacité, elle se caractérise par une augmentation de base. Donc, qu'est-ce qu'on va proposer? Une modulation. En fonction de ce que je connais sur ce client et ce que je fais un peu plus, un peu moins, il ne faut vraiment pas s'interdire d'aller chercher plus que ce qu'on veut faire quand on sent qu'il y a un client qui est extrêmement dépendant de son produit ou qui a un retour sur investissement tellement important avec nous qu'en fait, il est prêt à payer plus. Et après, une phase de négociation qu'on appelle concession, où là, en fait, on négocie contre des contreparties. On négocie jamais gratuitement, c'est-à-dire qu'on donne jamais, en fait, on voulait faire 15%, non, je suis pas d'accord. Bon, en fait, c'est 10, c'est plutôt c'est 10, mais, et dans le mais, il y a quelque chose comme je veux de la pub, je veux un engagement sur la durée, quelque chose d'autre. Ça, c'est notre méthode. Et pour bien l'appliquer, on a segmenté notre base marchande. Donc, on a segmenté en fonction du volume et de la marge. L'idée étant qu'en fait, les petits, on voulait pas leur parler. On voulait juste envoyer un mail, mais un mail qui fasse sens. Les moyens, on était prêts à négocier, on était prêts à faire des concessions. Et les grands, par contre, on était très très ouverts à faire plein de choses pour travailler avec eux. En fait, on s'adapte au niveau de complexité des marchands en face. Dans l'autre axe, il y avait ce qu'on est au-dessus ou en dessous de la marge. C'est hyper important de se rappeler que dans une augmentation de prix, le client n'a pas conscience de la marge qu'il génère chez vous. Il utilise le service, il paye quelque chose. Si on perd de l'argent, il s'en fiche. Si on gagne de l'argent, il est content pour nous, mais il s'en fiche sûrement aussi un peu. Et donc nous, on avait une approche différenciée, mais juste dans la façon de considérer ces gens. Et la seule différence qu'on faisait, c'est qu'en dessous de la marge cible, on voulait atteindre la marge cible. Et on était moins prêt à faire des concessions. C'est la seule variation entre les deux, mais c'est important parce que ça nous amène à nous dire qu'en fait, une price increase, c'est aussi l'occasion de remettre tout le monde sur un standard. Et donc sur un standard de rentabilité qui peut être différent du moment où ça a été signé. Les entreprises qui sont très fortes, comme Payfit par exemple, Payfit, tous les ans, les gens qui ont été signés dernière ont une augmentation de prix qui correspond en fait à reprendre le discount qui a été donné, à peu de choses près. Et ça, c'est mécanique. Comme ils le font tout le temps, mais en fait, au bout d'un an, tout le monde est revenu dans le même niveau de rentabilité. Et c'est très efficace parce que du coup, ça permet de vendre et après, on rattrape ce qu'on a perdu dans la pricing crise. Comment est-ce qu'on a fait pour exécuter? Donc, notre gros enjeu, c'était de ne pas perdre de clients. Donc, on était relativement averse au risque sur ce projet. On a commencé par énormément de training, définition de ce qu'on appelait la concession matrix. Comment est-ce que je négocie avec le client? Quelles sont les contreparties? Quelles sont les étapes dans la négociation? Ça, on l'avait codifié. En gros, 16 contreparties qu'on pouvait nous donner ou qu'on devait attendre du client contre une modulation. Il y avait aussi de l'enablement très fort des customer success pour faire passer ces gens dans une mentalité de négociation. En fait, ils allaient monter au front, il fallait leur donner des billes sur quel était le contexte macroéconomique, pourquoi est-ce que nous, on devait augmenter nos prix, qui avait augmenté nos prix dans notre structure de coût, pourquoi est-ce qu'on devait le refléter auprès des clients. La deuxième étape, c'est de travailler en batch. L'idée des batchs, c'était d'apprendre d'un batch à l'autre. Hors de question de faire passer 14 000 clients d'un coup. C'était déjà le risque de mal exécuter parce que d'être complètement dépassé par le volume. L'autre risque, c'était de se tromper sur le premier batch et du coup de pas faire de vraiment se tromper fort et d'avoir un effet fort, un retour de bâton trop fort. Donc on a travaillé en petits batchs et en fait on a attendu la fin de chaque batch, donc les closings, les signatures, les accords pour lancer ce suivant.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte sur notre batch test qu'en fait, ce qu'on envisageait de faire comme augmentation de prix passait trop facilement. En fait, on a augmenté le prix de batch en batch. Il y a plus de 10 points d'écart entre la première augmentation qu'on a faite et celle du dernier batch. Parce qu'en fait, d'un batch à l'autre, on s'est rendu compte qu'on avait encore de la marge. Et le dernier, c'est beaucoup de contrôle. Donc, ce qu'on a contrôlé tout du long, c'est le pass-through rate. Ça sert à rien de viser 50 bips d'augmentation si en fait, on perd tout dans la concession. Il faut peut-être mieux ajuster. On a fait des sensibilités sur le pass-through rate. Est-ce que si j'augmente le prix d'ouverture de la négociation, j'ai quelque chose de plus fort en sortie, ou est-ce que je braque des clients? Donc ça, c'était pour nous, c'était la golden metric de cet exercice. On a aussi vérifié le churn, donc est-ce qu'il y a combien de clients nous quittent, parce que c'est important et ça peut créer des effets un peu volumiques. On a regardé l'impact final, donc 1, 6 mois, 1 an, qu'est-ce qu'il en reste? Et enfin, le nombre de tickets, ça c'était juste pour dimensionner les équipes en face, et ça nous donne aussi une idée du coût de la price increase pour nous. Combien est-ce qu'on a dû gérer de tickets pendant combien de temps? Donc voici pour le price increase, et maintenant le tooling, et je vous rassure, c'est vraiment la fin. Une fois qu'on a fait tout ça, on a besoin d'outils pour outiller, pour être en mesure d'exécuter. Il y a 3 axes importants dont je pense qu'il faut avoir en tête. C'est le performance monitoring. Pourquoi? Parce que c'est bien de savoir ce que font les gens. Aussi, ça permet de distribuer l'ownership. Si chaque personne sait exactement quel est son impact sur une métrique, qu'elle est en mesure après d'agréger à la maille de l'entreprise ou de l'équipe, ça donne beaucoup plus d'ownership. Ça permet d'engager les gens sur des choses plus compliquées. Le forecast, ça permet d'éviter dans une position de réaction. Ça permet d'anticiper, d'avoir des boards qui se passent beaucoup mieux et de corriger. Et enfin, le CRM. Donc le CRM, je ne vais pas m'apesantir parce qu'il y a quelqu'un de bien meilleur que moi qui va en parler. Mais l'idée chez nous, par exemple, du CRM, c'était d'avoir un outil commun, un socle, sur lequel on vient de plugger tout ce qu'on fait. Donc la pricing increase sur le CRM, les sales qui signent sur le CRM, les gens qui passent en product-led sans passer par un sales sur le CRM aussi, et les customer success qui font de l'expansion sur le CRM. Et je vous laisse dans les mains expertes d'Alicia.